والغادي يدخل في موضوع les anémies. Et avant de lui passer la... Je ne suis pas au niveau. Pourquoi? Parce que chaque jour, vous passez des examens sans que vous vous en rendez compte. Parce que chaque patient qui vient dans votre pharmacie, elle vient pour vous faire passer un examen. Et il faut toujours se poser la question quand on passe un examen, est-ce que j'ai réussi cet examen ou pas? Pourquoi? Parce que vous pouvez donner de l'aspirine à quelqu'un, mais si par la suite cette aspirine n'a rien donné, il faut se poser la question pour orienter ce patient vers un centre de cardiologie. Vous lui rendez un service. Pareil. Et c'est à ce moment-là que la formation continue permet d'améliorer la prestation. Et quand on améliore la prestation, on améliore le rendement. Et quand on améliore le rendement, eh bien, même sans salaire, on l'améliore aussi. Mais il faut avoir des preuves. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous avez un enseignement avec Dr Aznag. Et moi, je vais vous parler de l'anémie. Et je voudrais rectifier tout de suite une erreur qui est, en fait, ce n'est pas une anémie. Ce sont les anémies. Alors, j'en ai pour une demi-heure, 3/4 d'heure, et voici le plan que je vais suivre. Premièrement, il faudrait que nous nous mettions d'accord. Qu'est-ce que c'est qu'une anémie? Quelles sont les différentes classes d'anémie? Les symptômes, Dr Aznag a déjà amorcé effectivement le débat. Et ce qui est important, c'est de comprendre le mécanisme de ces anémies pour pouvoir s'adapter effectivement à la question du patient et en même temps lui donner un conseil et le traiter par la suite en collaboration avec un médecin généraliste d'abord, ensuite un médecin spécialiste. Parce que vous avez la responsabilité d'orienter les patients. Il faut les orienter de façon bonne. Alors, la définition de l'anémie, quand vous recevez, effectivement, vous recevez des ordonnances, ne cherchez pas des médicaments. La CRP, ce n'est pas un médicament, c'est une analyse. Et ça vous arrive effectivement que le malade peut vous donner 2 ordonnances. Sur la première, il y a les médicaments, et sur la deuxième, il y a les analyses. Et ne faites pas l'erreur, si vous voyez le calcium-phosphore, ne lui donnez pas le calcium-phosphore, ce sont des analyses, c'est déjà arrivé. Et donc, vous pouvez avoir comme, effectivement, demande d'analyse, la numération formelle sanguine, c'est ce qui nous permet de savoir s'il y a une anémie ou pas, s'il y a une infection ou pas. Il faut savoir que cette NFS, c'est l'analyse la plus prescrite au monde, dans le cadre des analyses. Ensuite, dans le cadre d'une inflammation, il y a la vitesse de sédimentation. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour améliorer la prestation à la pharmacie, on vous a parlé hier de la qualité. Et donc, le malade vous fait confiance. Et donc, vous lui expliquez ce que c'est et comment ça va se dérouler. Et donc, il y a ici ce qui nous intéresse ici. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fer sérique et la ferritine et éventuellement un bilan pour savoir d'où ça vient cette anémie. Ça peut être la thyroïde, ça peut être le cœur, ça peut être le diabète, ça peut être les médicaments, ça peut être une infection. Nous allons détailler ça tout à l'heure. Alors, cette numération, elle va détailler évidemment les globules blancs, elle va détailler les globules rouges et les plaquettes. Pour savoir définir cette anémie, on se base sur les résultats du laboratoire, à savoir l'hémoglobine, c'est elle qui transporte l'oxygène du poumon vers les organes nobles, le cœur, etc. Et on a également l'hématocrite et le volume globulaire moyen. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est essentiellement l'hémoglobine. Pourquoi? Parce que c'est sur la base de cette hémoglobine qu'on va pouvoir définir si le patient a une anémie ou pas. Évidemment, quand il va rentrer à la pharmacie, elle va être pâle, il va être fatigué, mais pour définir une vraie anémie, qu'il sorte d'anémie, c'est sur la base de cette hémoglobine quand il va faire une analyse, une simple prise de sang, et il a le résultat rapidement. Évidemment, les globules blancs, ça va vous aider pour savoir s'il y a une infection, une inflammation, éventuellement un cancer, etc. Les plaquettes pour le problème de coagulation et de circulation, et justement le problème du caillou sanguin. Et voici la définition exacte de l'anémie. Alors, c'est des grammes par décilitre, et on commence par 11, ensuite 12, et ensuite 13. La femme enceinte, lorsqu'elle a moins de 11 grammes d'hémoglobine, elle a une anémie. Lorsqu'elle n'est pas enceinte, on exige moins de 12. L'homme et l'enfant, c'est moins de 13. Ce sont des chiffres à retenir dans la mesure où vous pouvez avoir quelqu'un qui vient
vous voir pour des résultats, pour lui interpréter ça. Dans le cadre effectivement de la pharmacie. Pourquoi? Parce que on regarde les valeurs normales et cette numération, on peut la valider sur un mois. Au-delà de un mois, vous ne pouvez rien lui dire. Parce que la numération, elle est valable un mois. Pourquoi? Parce que le système de rhéologie et d'hémodynamique de l'organisme change au fur et à mesure. Et donc, quand on regarde ces chiffres, on peut lui dire effectivement, il a une anémie, vous avez le droit effectivement de lui conseiller les vitamines si c'est justifié, de lui conseiller le fer, etc. Mais nous verrons que dans certaines circonstances, la plupart du temps d'ailleurs, le fer n'est pas justifié. Pourquoi? Parce qu'il faut traiter la cause. Bien. Alors, les anémies, puisqu'on a défini que moins de 11 grammes chez la femme enceinte, il y a une anémie. Chez une femme qui n'est pas enceinte, c'est 12 grammes, 13 grammes chez l'adulte et l'enfant. Et puis maintenant, quelle sorte d'anémie? Eh bien, il y en a 3. Sur la base, effectivement, de la numération qu'on a au laboratoire, de ce qu'on appelle le VGM, c'est-à-dire le volume moyen de ces globules rouges. La normale, ça va de 80 à 100. Et donc, tout ce qui s'écarte, tout ce qui rentre dans les 80-100, on dit c'est normal, donc on va dire qu'il s'agit d'une anémie normocytaire. En revanche, lorsque ce VGM est bas, on va parler d'une anémie microcytaire. Micro, ça veut dire petit. Au contraire, lorsque ce VGM est élevé, c'est ce qui se passe chez les gens qui boivent beaucoup d'alcool. À ce moment-là, ils ont une anémie macrocytaire. Ça ne sert à rien de leur donner le fer. Donc, anémie macrocytaire, pour compléter cette classification et pour savoir si on a le droit de lui donner le fer, eh bien, on va doser un paramètre qu'on appelle la ferritine. Alors, qu'est-ce que c'est que la ferritine? C'est tout simplement les réserves du fer dans l'organisme. Et ça, c'est une analyse très importante dans la mesure où elle remplace actuellement le dosage du fer. Parce qu'avant, on n'avait pas cette ferritine, on avait le fer, on dose le fer. Et maintenant, on s'en est aperçu que le fer ne reflète pas les vraies réserves de l'organisme. Pourquoi? Parce que chaque organisme a son stock et il a également la quantité qu'il utilise quotidiennement. Et pourtant, elle réserve effectivement son stock quelque part. C'est comme nous, on a de l'argent dans sa poche, mais on a aussi une petite réserve, soit à la maison, soit dans une valise, soit à la banque, soit chez un ami, etc. Et donc, par conséquent, c'est une analyse qui revêt une grande importance dans la mesure où, lorsque cette ferritine est basse, il s'agit d'une anémie par carence en fer, c'est ce qu'on appelle une anémie ferriprive. En revanche, lorsque cette ferritine est élevée, au normal, il s'agira d'une anémie inflammatoire. C'est important dans la mesure où, ici, vous avez le droit de donner aux patients du fer, c'est ce que fait le médecin quand la ferritine est basse, eh bien, il donne du fer. Et en revanche, lorsque quelqu'un a un cancer, on ne lui donne pas le fer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà du fer, il est simplement pris par les macrophages de l'organisme, et c'est une faute professionnelle de lui donner du fer. Alors maintenant, vous avez des patients qui ont à la fois une anémie par manque de fer et en même temps, ils ont une inflammation. Et donc, vous avez bas plus élevé, vous donne la normale. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent un peu plus compliquées. Et c'est la raison pour laquelle on regarde le contexte clinique, on regarde tout ce qui se passe autour pour pouvoir le conseiller. Avec l'aide du médecin généraliste, bien sûr. Alors, donc, quels sont les symptômes de l'anémie? Et puis, on va classer ces anémies par catégorie. Une anémie qui vient brutalement, c'est ce qu'on appelle une anémie aiguë. C'est une hémorragie, un accident de route, par exemple. C'est la raison pour laquelle il y a la formation de secouristes que vous devrez tous savoir. S'il y a un accident, la moindre des choses, c'est d'arrêter cette anémie, cette hémorragie. Pourquoi? Parce que la personne va perdre son sang, elle va mourir. Ça ne sert à rien de l'amener à l'hôpital. Donc il y a des soins de secours à faire que vous êtes obligé d'apprendre. On ne prétend pas exercer un métier sans pouvoir effectivement avoir les moyens. Donc une anémie aiguë, souvent c'est une hémorragie brutale. Alors il y a l'hémorragie brutale extériorisée qu'on voit, on voit que le patient perd du sang, parfois on a peur et on recule, au contraire il faut y aller pour le sauver. Et il y a malheureusement une hémorragie interne qu'on ne voit pas.
La personne est en train de se vider de sang et puis elle va tomber et puis finalement on va l'aider à respirer. Il faut appeler les urgences. Alors ensuite il y a une anémie chronique et c'est celle-là qui pose beaucoup plus de problèmes. Pourquoi? Parce que cette anémie chronique, l'organisme s'adapte au fur et à mesure. Il vit avec cette anémie et à un moment donné, eh bien, il va déclencher des problèmes cardiaques. Pourquoi? Parce que ce cœur, il a fait son effort et à un moment donné, il va vous dire « je n'en peux plus ». Alors, donc, on va décrire ces anémies. Comment ça se manifeste? C'est quelqu'un qui est en état de choc, un accident de route, tout simplement. Donc, le volume sanguin va diminuer, c'est ce qu'on appelle l'hypovolémie, et donc par conséquent c'est une urgence. Pourquoi? Parce que le patient se retrouve en état de choc, elle fait des malaises, elle est pâle, elle a soif, il n'urine pas, il a une hypotension, il essaie de respirer, il n'y arrive pas, et même, elle rentre et elle sort dans la discussion. Hein. On lui dit comment tu t'appelles, etc. Il lui raconte n'importe quoi. Donc trouble de la conscience. C'est une urgence. Comme l'hémoglobine transporte l'oxygène et comme l'hémoglobine n'est plus là, eh bien, il y a ce qu'on appelle une hypoxie, c'est-à-dire hypodiminution de l'oxygène qui va vers les organes nobles. Le cœur n'a plus ça, n'a plus l'oxygène. Et donc, par conséquent, il y a ce qu'on appelle la souffrance des organes nobles, à savoir le cœur, à savoir le cerveau. C'est pour cela que les gens n'arrivent pas à vous parler. Ils vous regardent comme ça, ils sont confus. Alors, pour l'anémie chronique, généralement, l'organisme arrive à s'adapter et il devient de plus en plus pâle, et même ses voisins, à la maison, lui disent « tu as quelque chose, tu es pâle, tu es fatigué ». Évidemment, il est fatigué parce que l'oxygène qui nous aide à avoir de la force, il n'est plus là. Et donc, il va y avoir le cœur qui est sollicité, et c'est la raison pour laquelle il va vous décrire des signes cardiovasculaires. Il va venir pour son cœur qui bat très fort. Pourquoi? Parce que le cœur, il essaie de faire un effort pour récupérer ce qui manque. Et donc vous avez ce signe qui est fondamental, qui est la tachycardie. En revanche, vous avez de l'hypotension quand le patient est en état de choc, une anémie aiguë. Donc le cœur qui bat, il palpite, c'est de la palpitation. Et puis les cardiologues parlent effectivement d'un souffle systolique, quand ils mettent le stéthoscope, et puis si ce patient a 40 ans, 50 ans, 60 ans, et qu'il commence une insuffisance cardiaque, eh bien cette insuffisance cardiaque va être majorée. Et elle va avoir, comme le sang ne remonte pas, le cœur il est épuisé, il est fatigué, donc par conséquent le patient va vous décrire non pas l'œdème d'un seul membre pour le problème des phlébites et de thrombose, mais il va vous décrire effectivement un œdème des membres inférieurs, et c'est ce que vous voyez la plupart des temps, c'est les patients diabétiques. Parce que nous faisons une grave erreur, c'est que on laisse les diabétiques comme ça, on leur donne leurs médicaments et on ne les incite pas à aller voir le cardiologue. Jusqu'au moment où justement on en arrive à une anémie chronique, où on arrive à des problèmes cardiaques. Un diabétique doit être surveillé régulièrement sur le plan cardiovasculaire pour ne pas en arriver à des erreurs graves comme ça. C'est quoi les erreurs graves? L'œdème des membres inférieurs, et donc le patient, au lieu de faire son activité physique, il est cloué au lit. Il reste chez soi, ce qui n'arrange pas du tout les choses. Alors, des signes respiratoires, comme je vous l'ai dit, il essaie effectivement de faire un effort pour respirer, dyspnée d'effort, et puis l'apodypnie, et puis également des signes neurosensoriels. Il va venir vous demander effectivement un conseil pour vertige. Et là, je vous souhaite bon courage pour vraiment donner un conseil à quelqu'un qui va vous dire « j'ai des vertiges ». Est-ce que ce sont les oreilles? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est l'anémie? Est-ce que c'est des problèmes avec sa femme? Est-ce que c'est des problèmes avec les voisins? Est-ce que c'est des problèmes d'Internet? Est-ce que c'est des problèmes de sonorisation, etc. C'est la raison pour laquelle vous prenez une responsabilité quand vous conseillez quelqu'un. Parce qu'il va vous donner un médicament. Eh bien, les vertiges, il faut faire un bilan de vertige. Des troubles visuels, bourdonnement d'oreilles. Alors, donc, une fois qu'on a parlé de ces symptômes qui vont vous aider au comptoir à faire la part des choses, on essaie maintenant de comprendre comment cette anémie vient. Donc, les mécanismes de l'anémie, on les distingue de, premièrement, s'il s'agit d'une anémie centrale. Pourquoi? Parce que tous ces globules rouges viennent de l'usine. Notre usine, c'est la moelle osseuse.
Et tout ce qui se passe au niveau du membre, au niveau de la tête, au niveau du vaisseau, au niveau du cœur, etc., c'est périphérique. Et donc, on va regarder, est-ce que c'est un problème de l'usine, c'est-à-dire la moelle osseuse, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose à la périphérie? Quelqu'un qui a, par exemple, effectivement une valve, les globules rouges, c'est comme les œufs, ils sont fragiles. Vous pouvez avoir une anémie chez un sportif qui se porte très très bien. Pourquoi? Parce qu'il va courir. Eh bien, quelqu'un qui porte les œufs, il va courir, qu'est-ce qu'il risque de faire? Eh bien, il risque de casser ses œufs, il risque de casser ses globules rouges, il va se retrouver avec de l'anémie. Et pourtant, il est bien portant. Pourquoi? Parce qu'on dit le sport, ça fait du bien. Oui, le sport fait du bien, mais les globules rouges sont fragiles. Alors, voici en gros ce que je viens de dire. Au niveau central, vous avez la moelle, et quelqu'un, effectivement, qui a une érythropoïèse normale. Quand on dit érythro, ça veut dire globules rouges. Et donc il y a une érythropoïèse, c'est-à-dire la fabrication de ces globules rouges au niveau de la moelle, qui va se passer normalement à partir d'une cellule souche qui a toutes les capacités. Et donc cette cellule souche, elle va se multiplier en fonction des besoins de l'organisme. Et donc ces globules rouges vont maturer, et tout ça, ça va prendre effectivement du temps, et chaque globule rouge va pouvoir avoir une durée de vie de 120 jours. C'est la raison pour laquelle, quand on fait aux diabétiques une hémoglobine glyquée qui est l'analyse du sucre sur 3 mois, on regarde si ces patients n'ont pas une anémie. Pourquoi? Parce que s'ils ont une anémie, eh bien ces globules rouges, au lieu d'avoir 120 jours, ils vont écourter leur durée. Et donc on va fausser l'analyse de l'hémoglobine glyquée, qui est une analyse de 3 mois. Pourquoi? Parce que on fait la glycémie de tous les jours. La glycémie que vous faites à la pharmacie, c'est bien. Mais il y a aussi une autre analyse qui est encore mieux, c'est l'hémoglobine glyquée. Cette hémoglobine glyquée, il faut regarder si le patient n'a pas d'anémie, parce que s'il a une anémie, évidemment, l'hémoglobine glyquée va être faussée parce qu'il va diminuer ses globules rouges, et les globules rouges surveillent justement ce sucre. Et donc, quand tout se passe bien, 120 jours, le globule rouge, il est mort, on va l'enterrer. En revanche, quand le patient prend des médicaments ou travaille dans une station d'essence, il va respirer l'essence toute la journée, et donc il va y avoir une aplasie au bout de 20 ans ou 40 ans d'exercice, eh bien cette usine ne peut plus synthétiser ces globules rouges, et donc il va se retrouver dans l'aplasie. Ou alors quand l'usine fabrique, mais malheureusement il y a des problèmes de maturation, de multiplication, et donc il va y avoir ce qu'on appelle une désérythropoïèse, et on a des globules rouges mais qui ne fonctionnent pas bien. Alors une anémie hémolytique, par exemple, qui est due à des anticorps, les globules rouges, ils sont cassés, ils ne vont pas durer pendant 120 jours, ils vont écourter leur séjour, et donc l'organisme s'est usiné, c'est donc compensé, donc c'est une anémie qui régère, mais malheureusement, il y a une fuite. Alors, l'anémie centrale, nous avons parlé de l'aplasie, ce sont les gens qui travaillent effectivement dans les solvants, comme les cordonniers, par exemple, qui respirent la colle pratiquement tous les jours, les stations d'essence, une centrale nucléaire, des produits agricoles, des produits chimiques, des pesticides, des insecticides, et tout ça. Et donc, par conséquent, à un moment de la moelle, elle est irradiée, et donc, par conséquent, il ne va pas synthétiser ces globules rouges. Deuxième catégorie, étiologie, c'est la qualité de cette hémoglobine, la qualité de ce globule rouge. On a l'ADN qui est également l'acide désoxyribonucléique. Il a besoin de vitamines, en particulier l'acide folique, ce qu'on appelle la spéciafoldine, et également de la vitamine B12. Et puis il y a l'hémoglobine qui est composée de l'hème et de la globine. S'il y a un défaut de ces deux choses, eh bien on va avoir une anémie. Dans la mesure où si on manque de vitamines, folate et B12, on va avoir une anémie. Si on manque de fer, on va avoir une anémie. Et donc vous voyez tout de suite que anémie, ce n'est pas seulement le fer,
ça peut être autre chose, ça peut être les vitamines. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, quand vous donnez des vitamines, vous avez l'impression que la personne vous dit « Ah, ça m'a fait du bien ». D'ailleurs, il y a un effet psychologique là-dedans. Dès que vous donnez les vitamines à quelqu'un, il dit « Ouais, ça va très bien ». Mais malheureusement, à long terme, il va vous dire, il a oublié qu'il vous a dit « Ça va bien », il va revenir à la pharmacie, il va vous dire « Ah, ce médicament, il ne m'a pas fait grand-chose ». Et à la limite, vous essayez de lui donner une autre vitamine. « Ah, ça, je l'ai déjà pris ». Et c'est la raison pour laquelle on discute avec le patient pour savoir ce qu'il a. Je vais m'éloigner. On peut avoir également une insuffisance rénale. Les gens qui font de la dialyse, ils ont tout le temps une anémie. On peut avoir une inflammation, on peut avoir un problème hormonal, on peut avoir un problème de thyroïde et ça pourrait créer une anémie. Donc vous voyez que finalement, l'anémie, ce n'est pas seulement un manque de fer. Alors, ici est représenté de façon très schématique comment on en arrive à ces anémies dont je vous ai parlé, une anémie microcytaire où le globule rouge a une taille plus petite, ou alors une anémie macrocytaire, le globule rouge a une taille plus grande. Ici, vous avez une anomalie de division cellulaire. C'est ce qui se passe au niveau de l'usine, où vous avez quelqu'un qui a de la chimiothérapie. Vous devrez faire très attention à ça, dans la mesure où nous avons actuellement un centre d'oncologie. Les patients bénéficient de plus en plus de chimiothérapie et de radiothérapie. Tout à l'heure, je vous ai parlé effectivement de l'essence, etc. On peut soigner les gens par la radiothérapie, mais ils vont faire de l'anémie. Donc c'est à vous de leur donner des conseils pour les accompagner. Vous avez énormément de travail à faire si vous êtes conscient de ce devoir. Parce que le centre d'oncologie ou le centre de cardiologie, il va faire son travail, mais vous devrez accompagner les patients dans les soins. Donc, chimiothérapie, ça crée de l'anémie, et également un défaut de synthèse de l'ADN via les vitamines B12 ou folate, ça crée de l'anémie. Donc, ici, vous avez une diminution des divisions cellulaires, l'hémoglobine et la sans fer et la saglobine, ça se synthétise normalement. Hélas, ce globule rouge, il est gros, il va même poser des problèmes d'embouteillage et de circulation dans les veines. C'est pour cela qu'il devient gros comme ça. C'est ce qu'on appelle la macrocétose. Et vous avez souvent ça. C'est des gens qui manquent de vitamine B12, dans la mesure où on les irradie, où on leur donne des médicaments contre le cancer qui font ça. En particulier, vous avez le méthotrexate. Sachez que vous devrez avoir ça à la pharmacie, non seulement le méthotrexate, mais cette thérapeutique alternative, parce que le rhumatologue va prescrire le méthotrexate pour une maladie, mais vous allez lui donner le méthotrexate et vous allez lui dire le folate, je ne l'ai pas. Vous devrez remplir votre devoir. Donc par conséquent, je dispense un médicament, il y a aussi le reste. Et donc vous devrez exiger de votre grossiste d'avoir ces vitamines, hein, spéciafoldine. Alors, deuxième étape, c'est qu'au lieu d'avoir un globule rouge qui est gros, vous avez un globule rouge qui est petit. Donc il y a une anomalie de synthèse de l'hémoglobine par un déficit en fer, et c'est ce que vous corrigez la plupart du temps, parce que le fer, on l'a facilement. Et donc ici, il y a un défaut de synthèse de l'hème, la globine également chez les gens qui ont une thalassémie qui ne se déclare pas très rapidement, mais on a découvert une thalassémie suite à un problème de cœur. Pourquoi? Parce que les patients ont mal le cœur, parce que ce cœur, il a essayé de compenser ce défaut de synthèse de l'hémoglobine, il essaie d'oxygéner, de faire circuler le sang, mais malheureusement à 40-50 ans, on découvre effectivement une thalassémie. C'est un problème de santé publique au Maroc, dans la mesure où sur tout le pourtour méditerranéen, on a ce problème de thalassémie qui se diagnostique au laboratoire. Et donc ici, vous allez avoir un défaut de synthèse de l'hémoglobine parce qu'il y a un manque de fer. Et donc, il y a une augmentation de métose. Les usines essaient de compenser le manque. Et donc, par conséquent, il va synthétiser ces globules rouges. Mais ils sont petits. C'est ce qu'on appelle la microcytose. Alors, nous allons quitter l'anémie centrale pour parler de l'anémie périphérique. Eh bien, la moelle a synthétisé ce qu'il faut. C'est pas, le problème ne vient pas de la moelle, il vient de la périphérie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez quelqu'un qui fait une hémorragie abondante et aiguë dans un accident de route. Elle va effectivement faire cette anémie périphérique. Il est vidé de son sang, il est pâle. Ensuite, quand ces globules rouges sont cassés, c'est ce qu'on appelle les hémolyses, que ça soit un problème à l'intérieur de ce globule rouge, et là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que on a l'impression que le globule rouge c'est simplement un ballon. Il est tout équipé.
il est équipé d'enzymes, et quand cette enzyme fait défaut, on va avoir des problèmes. Il a une membrane, et quand cette membrane pose un problème, on va avoir de l'anémie hémolytique. Et également, j'attire votre attention sur le fait qu'il peut y avoir une anémie suite à une intoxication. Pourquoi? Parce que cette toxine, elle casse le globule rouge. Et vous avez également des patients qui vont faire une allergie aux médicaments. Pourquoi? Parce que ce sont des médicaments qu'ils vont prendre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et petit à petit, l'organisme va dire, mais moi ce médicament, je ne le connais pas, je l'ai déjà pardonné la première fois, la deuxième année, la quatrième année, à un moment donné, il va en avoir marre, il va synthétiser des anticorps, et comme ces antigènes du médicament sont fixés sur le globule rouge, eh bien les anticorps, leur rôle, c'est de casser ce globule rouge et de l'éliminer complètement. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir ces anémies hémolytiques suite à une agression par des valves, par exemple, cardiaques, ou à un problème effectivement d'anticorps. Une femme qui a fait plusieurs avortements, ou alors qui a un rhésus qui n'est pas du tout compatible, son organisme va synthétiser des anticorps, et donc par conséquent, ces globules rouges vont être victimes de cet état. Et également des parasites comme le paludisme. Le paludisme, ça donne une anémie par excellence. Quelqu'un qui a voyagé par exemple dans un pays africain ou qu'il est dans une zone où il y a le paludisme, à un moment donné, vous pouvez lui donner de Doliprane. Mais ça ne fera rien du tout. C'est vrai, ça va faire baisser la fièvre. Mais une fois que le Doliprane a fait son effet, elle a tout de suite, la fièvre remonte, il va vous envoyer sa femme en disant qu'il ne va pas bien, il est à la maison, il ne peut même pas venir. C'est une urgence absolue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec le Doliprane qu'on va soigner le paludisme, mais c'est avec les antipaludiens. Alors, l'étiologie de ces anémies, vous avez vu que ce n'est pas seulement un manque de fer, ça peut être une inflammation, ça peut être effectivement ces anémies dites macrocytaires suite à une consommation d'alcool, des produits chimiques, etc. C'est ce qu'on appelle les mégaloblastos, c'est-à-dire des anémies macrocytaires où le globule rouge est beaucoup plus important, beaucoup plus grand. Alors, donc on va en dire un mot et on va commencer par les anémies inflammatoires. Dr Aznag avait parlé de la tuberculose. Vous savez que la tuberculose est un problème également de santé publique, mais il faut y penser. Pourquoi? Parce qu'on pense à tout sauf la tuberculose au comptoir. Parce que pour nous, la tuberculose, c'est quelqu'un qui tousse. Non! Parce que la tuberculose, ça peut être effectivement même dans les organes génitaux. C'est pas seulement la toux. Et les crachats. Quelqu'un peut avoir une inflammation suite à un HIV, ou alors comme une endocardite, comme on a parlé effectivement de Dr Aznag, ou alors un problème pulmonaire que la personne a négligé. Et également des infections chroniques à répétition, parce que quand l'infection se répète, on a l'impression que les gens savent les guérir, ils viennent simplement vous demander de la bétadine, ils viennent vous demander de l'ofloxacine, tout ce qu'ils veulent, mais ils ne pas sortir de l'auberge. Donc les infections donnent des anémies inflammatoires, et ce n'est pas le fer qui va régler ce problème de la tuberculose ni du HIV. Ensuite, vous avez quelqu'un qui se plaigne de douleurs articulaires, il va vous dire « je suis pâle, je suis fatigué, donnez-moi du fer ». Eh bien, ce n'est pas avec le fer que vous allez soigner la polyarthrite rhumatoïde. Au contraire, il faut l'orienter vers un rhumatologue qui va diagnostiquer et à ce moment-là, on traitera la cause. Ensuite, des maladies auto-immunes comme le lupus, le patient s'expose au soleil et il va venir vous demander des soins pour le visage et puis il va vous induire en erreur. D'ailleurs, il y a beaucoup de patients qui nous induisent en erreur parce qu'ils orientent la discussion. Et nous, la plupart du temps, on va dans leur sens, chose qu'il ne faut pas faire parce qu'il faut avoir un objectif en tête. De quoi s'agit-il exactement? Où va ce patient? Et si simplement on dit, bon, je vais parce qu'il y a d'autres patients derrière, hein, eh bien, souvent on nous induit en erreur. Et quand on nous induit en erreur, plus tard on dit, ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait. Et donc, vous pouvez avoir des maladies auto-immunes comme le lupus, vous pouvez avoir la maladie de Crohn qui est une maladie digestive, hein, Dr Mahadab vous en parlera tout à l'heure, et également la maladie d'Orton. C'est quoi la maladie d'Orton? Eh bien, souvent vous avez ça à la pharmacie. C'est quelqu'un qui a tout le temps de la migraine. Vous allez même finir par le connaître. Évidemment, on va lui donner des antimigraineux. Évidemment, vous allez lui donner de l'aspirine. Ça ne lui fera rien du tout. Évidemment, il va aller dormir, comme ça vous êtes tranquille lui aussi. Mais
On ne peut pas faire le diagnostic. C'est un diagnostic de médecine interne et c'est le médecin généraliste qui va l'orienter pour faire des analyses et des examens pour certifier cette maladie. Également, il faut avoir en tête qu'un cancer, quel que soit le type de cancer, peut se manifester par une simple anémie. Et donc, c'est quelque chose à ne pas du tout négliger. Alors, on a abandonné les anémies inflammatoires pour parler de ces anémies mégaloblastiques, c'est-à-dire les anémies macrocytaires. Évidemment, si on ne mange pas, on va avoir une anémie. Si on a une diarrhée chronique, eh ben, on ne va pas absorber le fer, on ne va pas absorber les vitamines, ça passe et ça va aux toilettes. Ensuite, quelqu'un qui a bu, qui a un abus d'alcoolisme, effet d'alcool, évidemment, elle ne va pas profiter de ces vitamines qui sont solubles dans l'alcool et passent inaperçues. Et également des médicaments antifoliques, en particulier le méthotrexate. Retenez bien ça parce que vous le vendez tous les jours à la pharmacie, ça peut donner de l'anémie et il faut le savoir pour pouvoir aider ces patients. Parce que généralement le méthotrexate il est prescrit pour beaucoup de choses, en particulier les rhumatologues le prescrivent pour soulager les douleurs. Et donc vous allez donner le méthotrexate et il faut s'attendre à l'anémie. Également quelqu'un qui a été opéré au niveau digestif, une résection digestive, il va faire de l'anémie. Eh oui, les grossesses à répétition. La femme ne prend pas la pilule, eh ben, grossesse sur grossesse, eh ben, le stock que je vous ai dit, il finit par s'épuiser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En général, il y a deux analyses que le médecin demande. C'est le dosage de la vitamine B12 et le dosage des folates. Et là, on va certifier de quoi il s'agit exactement. Alors, nous en arrivons aux anémies fériprives que vous connaissez, mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous dire effectivement, une anémie fériprive, la plupart du temps, c'est un saignement par distillation, c'est-à-dire chaque fois on perd une petite goutte de sang, et c'est la goutte de sang qui fait déborder le verre au bout d'un certain temps. Et donc, vous regardez ce que vous avez en face de vous. Si c'est une femme qui a ses règles correctement, soi-disant, elle va avoir un fébrome, ou alors elle va avoir des règles fonctionnelles, effectivement hémorragie. Dr Mohadab va vous en parler largement, donc je ne dirai pas ça ici, puisque le cours suivant va le détailler. Ou alors il a un fébrome, et le fébrome il faut l'opérer, même si vous leur donnez 2 camions de lentilles, 2 camions de ciment chez le grossiste, il ne va pas être guéri. Il faut l'opérer, il faut que vous encouragez vos patients à faire cette opération, parce que à chaque fois qu'il s'agit d'une opération, la patiente vient vous voir, il vous dit, est-ce qu'il n'y a pas un médicament pour éviter l'opération? Moi, je ne sais pas pourquoi on a peur des opérations, mais il faut régler le problème. Il faut les convaincre et c'est à vous de les convaincre. Également, une dame qui a déjà des enfants, il n'en veut plus, il va mettre effectivement un stérilet. Eh bien, le stérilet, ça crée une inflammation et donc, par conséquent, ça va créer une anémie. Alors, le problème digestif, donc c'est une femme bien portante qui va vous demander un fer et vous regardez s'il n'y a pas un autre problème. Et également, il faut penser au problème de l'ulcère. L'ulcère par excellence, l'estomac, elle va saigner, vous ne voyez pas ce sang. Et donc, par conséquent, vous allez lui poser la question, est-ce qu'elle a déjà des antécédents d'ulcère? Est-ce qu'elle prend des médicaments? Et donc là, vous allez savoir effectivement qu'elle prend des anti-ulcéreux. Et vous devrez avoir le réflexe pour effectivement, si jamais elle devient pâle, que ça ne fait rien du tout, de l'orienter pour s'occuper non pas effectivement de ces anti-ulcéreux, mais régler le problème de l'ulcère, parce que ça peut être Helicobacter pylori, et à ce moment-là, il a besoin d'une antibiothérapie adéquate. Ensuite, un cancer de l'estomac, c'est l'arbre qui cache la forêt, ou alors une autre tumeur au niveau digestif. Il va vous dire, j'ai mal à l'estomac, parce que c'est vrai, nous, tout ce qu'on sait, c'est l'estomac et les intestins, et le reste, on a l'impression qu'on ne le connaît pas. Bien, alors, quelqu'un, effectivement, qui a une hypertension portale, un problème au niveau du foie, elle va avoir effectivement des varices au niveau de l'œsophage et à ce moment-là, il va saigner, le patient va perdre effectivement du sang et il va se retrouver avec une anémie fériprive. Le problème également de la rectocolite hémorragique, mais également le cancer du côlon. À partir de 40 ans, vous conseillez vos patients effectivement de faire un dépistage annuel pour savoir si effectivement on n'a pas un cancer du côlon lorsqu'il y a des antécédents familiaux du cancer du côlon. Comme ça, on le traite à temps parce que c'est guérissable. Alors, les hémorroïdes. Et là, c'est une véritable catastrophe. Pourquoi? Parce que ça peut même ressembler à une aplasie. Il va perdre non seulement les globules blancs, les globules rouges premièrement, les globules blancs,
les plaquettes. Et vous avez l'impression que le patient, effectivement, va faire un cancer. Souvent, c'est les personnes âgées qui ne mangent pas une nourriture régulière et qui cherchent simplement des soupes, qui sont devenus végétariens et qui n'osent même pas vous parler des hémorroïdes et qui n'osent même pas aller voir le médecin parce que s'il y a un tabou. Au contraire, tout patient qui vous demande des médicaments pour de la vaseline, tout ce que vous voulez, des suppositoires, vous devez poser la question effectivement sur le retentissement de ces hémorroïdes. C'est bien, il faut lui donner un conseil, mais quand il va revenir la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième fois, eh bien, il faut arrêter l'investigation, vous lui rendrez un énorme service, il va être reconnaissant. Alors, il y a autre chose, c'est quelqu'un qui saigne, effectivement, il perd tout le temps du sang, parce que pour lui, c'est normal, depuis son enfance, depuis la circoncision. Et donc, à un moment donné, il ne se pose même pas la question, parce qu'il est comme ça. L'habitude, c'est ce qu'on appelle la seconde nature. Ça s'installe comme ça, il va vous dire, oui, j'ai l'habitude, donnez-moi juste quelque chose, des mèches pour arrêter ça. Et à un moment donné, ça va finir effectivement à l'hôpital. Ah, le problème de l'hématurie, c'est quoi l'hématurie? Ima, ça veut dire hématie, urine dans les urines. Et c'est la femme qui va vous dire effectivement, j'ai le sang, j'ai les urines rouges, une personne âgée, sont tout le temps rouges, mais on a l'habitude. Et des fois c'est grand, des fois c'est petit, des fois ça passe, etc. Donc il faut l'inciter à aller vers l'urologue pour pouvoir rechercher l'étiologie de cette hématurie, parce que ça peut même être un cancer au niveau des reins. Évidemment, quelqu'un qui ne mange pas suffisamment de fer ou de vitamines, il y a une carence d'apport ou alors c'est mal absorbé. Alors, et donc, lorsque vous suspectez une carence en fer, c'est à vous de faire une enquête avec le patient, s'il le souhaite. Et ça va vous demander du temps. Premièrement, vous savez très bien que lorsque quelqu'un vient chez nous, évidemment, le thé, très bien. Tout à l'heure, on va boire le thé. Mais le problème qui se pose, c'est le thé, la diététique, les épices, tout ça, ça va à l'encontre de l'absorption du fer. Il faut le savoir pour que vous puissiez donner aux gens un conseil qui va être vulgarisé. Le thé, ça ne va pas avec le fer. Ensuite, les épices aussi. Pourquoi? Parce que ça a un retentissement au niveau de l'estomac. D'autres médicaments, comme les tétracyclines, ça pince le fer. Et donc, par conséquent, il ne suffit pas de donner un médicament, mais la façon dont on le donne est également importante. Et c'est ça qui va faire la différence entre une pharmacie et une autre pharmacie. Parce que la même boîte de fer, vous pouvez la voir ici ou là. Ce qui est différent, c'est le conseil qu'on donne aux patients. Et donc, lorsqu'il y a un traitement, on va regarder, on va ouvrir le livre si ça donne des anémies. Lorsqu'il y a un saignement rapporté par le patient, on va faire une enquête gynécologique, digestive et également vers l'urologue pour les envoyer vers le spécialiste. Évidemment, un saignement, quand on se brosse les dents, des fois on voit le sang, des fois on ne le voit pas, c'est ce qu'on appelle des pertes simples et répétitives, et à ce moment-là, ça donne de l'anémie. Le sport, j'en ai parlé pour la simple raison, c'est que quand on fait trop de sport, c'est pas pour dire ne faites pas du sport, au contraire, mais il faut être conscient que effectivement quelqu'un qui court trop, eh bien évidemment il casse ses globules rouges à un moment donné, ou alors un problème de malabsorption. Alors, les examens de laboratoire, pourquoi les examens de laboratoire? Parce que ça ne se voit pas ici qu'on a le fer. Quand on le voit ici, c'est déjà trop tard. Et donc, vous faites de la prévention. Et pour faire de la bonne prévention, il faut penser à ça bien avant. Et donc, on va faire une analyse qui s'appelle la ferritine. Ce sont les réserves en fer. Et en cas de carence, on va avoir cette ferritine qui est basse. Et à ce moment-là, c'est une carence en fer qui est prouvée. C'est justifié de lui donner du fer. En revanche, lorsque cette ferritine est normale, voire même augmentée, il s'agira probablement d'un problème au niveau du foie, ou alors d'un syndrome inflammatoire, ou alors tout simplement c'est quelqu'un qui a pris du fer et il est toujours fatigué parce que le problème ne vient pas du fer, ça pourrait venir d'un cancer ou d'un problème cardiaque, et il vient vous demander encore du fer, il vient de le prendre, il a fini sa boîte. Ou alors ça cache un cancer. Et donc vous voyez que ce n'est pas simple de donner un conseil en matière d'anémie. Alors voici la deuxième analyse qu'on fait au laboratoire. Avant on faisait le fer et je l'ai mis ici pour vous montrer que même le fer aujourd'hui, elle est à ne plus demander. Pourquoi?
Eh bien parce qu'on dispose d'une analyse qui est pertinente. L'analyse qui est pertinente, c'est la ferritine. Vous voyez que si vous demandez la numération avec l'hémoglobine et le VGM, eh bien l'anémie chronique essentiellement s'installe sur plusieurs stades. C'est ce qu'on appelle les 3 étapes. La première étape, c'est juste une carence latente. C'est quoi? Eh bien, à ce moment-là, la numération est le normal, en particulier l'hémoglobine. Donc, vous allez lire les analyses. Elles sont normales, 13 grammes d'hémoglobine pour un homme, 11 pour une femme enceinte. Et à ce moment-là, vous dites qu'il n'y a pas d'anémie. Si vous dosez le fer, il est encore normal, parce que la femme, elle a encore ses réserves dans la circulation, mais le stock, il commence déjà à baisser. C'est comme si vous avez de l'argent dans votre poche, mais à la banque, il n'y a plus rien. Alors, à ce moment-là, deuxième étape, c'est que toujours l'hémoglobine, il est normal, le VGM, il est normal, et à ce moment-là, il y a une carence en fer qui commence à s'installer. Mais regardez la ferritine, elle nous a déjà dit qu'il n'y a plus grand-chose. Et là, ça s'aggrave, c'est une carence latente. Et vous voyez qu'une anémie ferriprive, c'est au 3e stade, c'est-à-dire des mois et des mois, des jours, pour apparaître. Et donc, vous voyez que si on fait juste la numération, on ne va pas s'en rendre compte à la première étape, ni à la deuxième étape. Pareil si on fait le fer, éventuellement on va s'en apercevoir au niveau de la deuxième étape, mais si vous faites juste la ferritine, dès le début, vous allez avoir effectivement une déplétion des réserves et là, vous anticipez. Et c'est la raison pour laquelle les médecins demandent maintenant la ferritine. Je parle de cette ferritine parce que vous allez la voir sur les analyses pour pouvoir discuter avec le patient. Alors, de point de vue traitement, je ne veux pas m'étendre étant donné que vous savez facilement qu'on donne du fer, on le donne par voie orale, 200 mg par jour. Il y a le programme du ministère de la Santé qui donne pratiquement à toutes les femmes maintenant le fer, on pourrait en discuter. Mais il faut traiter la cause, il faut y associer des pansements digestifs plutôt, et chez les dialysés on donne du fer par voie injectable. Il ne faut pas oublier le problème de la carence qui est prouvé par le dosage des folates et de la vitamine B12, et à ce moment-là, on leur donne cet hydroxo. Quand il s'agit d'une anémie très compliquée, on peut donner des corticoïdes, mais dans un milieu spécialisé, ce n'est pas à vous. Ou alors, on peut donner même les androgènes, mais également quand il y a une insuffisance médulaire grave, et ça se traite également dans un milieu spécialisé. Alors, pour terminer, j'ai mis cette diapositive. Pourquoi? Parce que c'est un cas que nous avons vécu au laboratoire pendant 3 ans. C'est une jeune demoiselle qui est fatiguée, et donc la fatigue s'installe petit à petit. Elle a vu le médecin qui donne le fer, et on pense à un moment donné qu'il a également une carence en folate. On donne des vitamines et la fille saute, il va très bien. Mais quelques semaines plus tard, elle revient. On ne s'en sort pas. Quand on continue à interroger son père, il nous dit « Mais justement, il ne mange rien du tout. Il y a une anorexie. Et comme il ne mange pas, évidemment, il va maigrir. Et comme il n'est pas, vous allez lui donner du fer. » Rebolote, on recommence. Et on lui donne du fer, des vitamines. Et à ce moment-là, quand effectivement on l'interroge, oui, il avait fait de la diarrhée suite à une intoxication alimentaire. Il avait mangé des saucisses, un sandwich, etc. Et quand on a le médecin approfondit effectivement la discussion avec son père, oui, il a tout le temps des douleurs abdominales récurrentes, même pendant les vacances, etc. Et donc à ce moment-là, vous au comptoir, qu'est-ce que vous allez donner à cette jeune demoiselle? Évidemment, on va donner du fer. Ça ne nécessite pas d'ordonnance. On va donner des vitamines, ça ne fait pas de mal. À chaque fois qu'on donne des vitamines, on pense que ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais ça ne guérit pas. Et donc, toute cette jeune demoiselle avait des arguments pour dire qu'il a une anémie ferriprive. Donc on pourrait lui donner du fer. Mais ça traîne sur 3 ans. Et donc il va même, à un moment donné, il va changer de médecin. À un moment donné, il va changer de pédiatre. À un moment donné, il va changer de pharmacie. À un moment donné, on va même la laisser comme ça en disant que il est compliqué, on ne sait pas ce qu'il a, il n'aime pas, il se bat avec ses frères et sœurs, et donc à un moment donné, on ne s'en sort pas. Alors qu'est-ce qu'elle a cette demoiselle?
Eh bien, il a ça. Il a ce qu'on appelle la maladie cœliaque, dans la mesure où, ce n'est pas nous qui l'avons diagnostiqué, eh bien, c'est le médecin qui avait demandé des analyses pour faire effectivement le diagnostic de cette maladie. Parce qu'il s'est posé la question en disant que, puisque le fer ne fait rien, puisque les vitamines ne font rien, puisqu'il ne grandit pas, parce qu'il a tout le temps du douleur, et parce que c'est fréquent dans notre pays. Donc, l'anémie, ce n'est pas simplement un manque de fer, ça peut être la maladie cœliaque. Il y a des pédiatres qui estiment à 10% l'ensemble des enfants dans notre région qui sont atteints. Et donc, cette maladie cœliaque, quand effectivement il a été diagnostiqué, eh bien, on cherche les autres critères de cette maladie. Est-ce qu'il vomit? Ah oui, ils sont perdus, il dit, mais il vomit même à table. Est-ce qu'il a effectivement une petite taille? Ça, on en a déjà parlé. Des douleurs osseuses? Oui. Est-ce qu'il a des aftes buccaux? Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on a arrêté de lui donner le fer. Et qu'est-ce qu'on lui donne? C'est très simple. C'est le régime. Alors, je vais conclure. La conclusion, c'est que moi, j'ai mis ici anémie égale fer. C'est l'erreur à ne pas faire. Et justement, ça se prononce fer, mais ça s'écrit comme ça. Faire autre chose, à savoir la numération et la formelle, et s'orienter vers un médecin qui pourrait vous rendre service. Pourquoi? Parce que le médecin va vous établir une ordonnance. Parce que quand vous allez donner le conseil, vous dites effectivement, les gens n'ont pas les moyens, je vais donner un conseil de 50 dirhams, 100 dirhams, mais si vous l'envoyez vers un médecin, moi je pense qu'il va vous prescrire une ordonnance peut-être de 400, 500 dirhams, et ce médecin va vous simplifier la tâche, et puis le patient va vous reconnaître que vous avez fait un effort pour l'orienter de façon concrète. Et donc à ce moment-là, anémie égale fer, c'est l'erreur justement à ne pas faire. Et il faut faire autre chose. C'est quoi? C'est la numération. Et la numération, c'est le médecin qui va pouvoir la demander. C'est très facile. Vous me faites ces analyses. C'est l'analyse la plus prescrite au monde. D'ailleurs, quand on pense aux analyses, on pense à la numération. Pourquoi? Parce que ça ne coûte rien du tout et ça pourra apporter gros. On peut se rendre s'il y a un cancer, s'il y a une thrombopénie, s'il y a un problème au niveau du cœur, s'il y a un problème de folate, B2, etc. Et donc, il ne suffit pas de donner du fer, c'est le message que je voulais vous faire passer, mais il faut traiter la cause et apporter ce qui manque et non pas simplement le faire. Et également, vous devrez penser à un saignement qui est invisible au niveau d'un ulcère d'estomac. Par exemple, au niveau d'une hémolyse, la femme ne va pas vous dire que j'ai avorté plusieurs fois. Il ne va pas vous le dire, mais il fait une anémie hémolytique sans qu'il s'en rende compte, parce qu'il avait fait des avortements, c'est son problème. Et également le problème de malnutrition, quand vous dites à quelqu'un est-ce que vous mangez bien, évidemment pour ne pas baisser sa personnalité, vous demandez là on mange très bien, qu'est-ce que vous voulez? Il ne va pas vous le dire. Mais les gens, ils font actuellement des économies sur leur alimentation parce qu'on est dans une période de crise. Et dans une période de crise, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des économies là où il ne faut justement pas faire. Parce que je suis quoi? Je suis ce que je mange. Et c'est là l'erreur. Mais ils ne vont pas vous le dire au comptoir parce que c'est tabou, parce que c'est honteux, parce que tout le monde veut paraître beau, intéressant et qu'on fait bien les choses et qu'on n'a pas de problème. Mais justement, vous venez me voir pour un problème. Et c'est là où on tourne en rond. Donc, et vous pensez également aux médicaments toxiques, comme le méthotrexate, puisque vous allez vendre des médicaments pour l'oncologie, et également pensez qu'une simple anémie, une simple tachycardie peut cacher un problème du cœur, Dr Azad en a parlé, mais ça peut cacher également un cancer. Et vous allez rendre service à cette patiente pour sauver effectivement ses enfants, pour sauver un travail, pour effectivement soigner ce cancer à temps. Je vous remercie. De m'avoir convié à vos journées. Merci au docteur Hassan Azaou qui a animé vendredi dernier, donc avant-hier, une conférence à l'occasion des journées médicales de Tiznit. Toujours dynamique, tabarakallah avec docteur Azaou. Donc moi j'ai une intervention et puis j'ai une question, peut-être pour vous tous. Donc l'intervention, c'est du point de vue du néphrologue, dire que l'anémie, elle est multifactorielle. Donc il y a plusieurs facteurs. Le facteur essentiel de l'anémie chez l'insuffisant rénal chronique et aussi chez le dialysé, c'est l'absence de sécrétion de l'érythropoïétine. Donc l'érythropoïétine, c'est une hormone qui est synthétisée et sécrétée par les reins. Et lorsque ces reins sont défaillants,
Il ne filtre plus, mais il ne sécrète pas aussi. Donc, c'est aussi, il ne sécrète pas assez donc d'érythropoïétine. Donc, c'est une carence en érythropoïétine. Ça, c'est le facteur essentiel de l'anémie chez l'insuffisance rénale chronique et chez l'hémodialysé. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Comme vous savez, l'hémodialysé, il fait ses séances 3 fois par semaine. Donc des séances d'hémodialyse. Et donc il est piqué au niveau de la fistule. Et à chaque fois, il perd un peu de sang. Ça saigne un petit peu. Donc, mais petit à petit, c'est des déperditions chroniques. Il y a aussi le sang qui passe dans le circuit extracorporel, qui passe dans le filtre. Il y a un peu de sang qui reste coagulé dans les filtres, donc c'est des déperditions chroniques, mais il y a aussi la carence en fer. Donc juste pour dire que chez le dialysé, le traitement, l'idéal, c'est le fer injectable et non pas le fer oral, donc qui n'est pas bien toléré sur le plan digestif. Et ce fer injectable, il va être récemment, ou il est déjà commercialisé, je pense. Donc ce fer injectable, nous, on le passe une fois par semaine, voire une fois tous les 2 semaines, en perfusion à la fin de la séance d'hémodialyse. Donc une demi-heure, la dialyse, on le passe donc en perfusion dans 216 millilitres à peu près de sérum salé. Et puis, pour le traitement, comme on a dit, la carence, c'est la carence en érythropoïétine. Donc on passe donc l'érythropoïétine. Donc il y a plusieurs spécialités, donc je ne vais pas dire les noms commerciaux. Donc elle est vendue sous forme de seringue pré-remplie. Donc on administre par voie sous-cutanée à la fin des séances d'hémodialyse. Donc il y a des érythropoïétines qu'on donne 3 fois par semaine. Il y a d'autres qu'on donne 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines. Et il y a récemment un produit qui est commercialisé qu'on donne 1 fois par mois. Donc ça pour dire un peu un panorama sur l'anémie et le traitement chez l'insuffisance rénale chronique et l'hémodialysé. Et puis pour la question, j'ai une question à vous tous. Est-ce que les folates par voie orale sont commercialisés au Maroc? Moi j'ai un nom commercial que j'ai retenu, la Speciafoldine comprimée. Est-ce qu'elle est vendue au Maroc? Merci. Merci, docteur. Merci, docteur Arrey, pour cette intervention, parce que c'est justement ce qui est passé inaperçu dans ma diapositive, le problème de l'érythropoïétine. Pourquoi? Parce que l'organisme s'adapte justement en sécrétant l'érythropoïétine, il s'est sécrété, synthétisé par le rein, et c'est ce qu'utilisent les coureurs. Pourquoi? Parce que les coureurs, quand ils veulent gagner une course, si les coureurs connaissaient, de notre région connaissaient ça, ils vont venir vous supplier pour leur acheter l'érythropoïétine, même s'il coûte cher. Pourquoi? Parce que ça améliore tellement les performances qu'un athlète, il peut gagner, pédale, et vous l'applaudissez alors qu'on y a c'est de l'érythropoïétine. Deuxième chose, c'est bien que tu signales le problème de la Speciafoldine parce que nous sommes confrontés pratiquement tous les jours avec ce problème. Je vous en supplie, essayez d'être à jour dans votre stock et d'exiger effectivement que ce médicament qui ne coûte rien du tout, mais vous rendez un service à vos patients. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent dans votre pharmacie les médicaments que le rhumatologue en particulier prescrit ou les cancérologues, mais cette Speciafoldine ne la trouve pas. Et c'est honteux pour nous de supplier quelqu'un d'aller l'acheter à l'étranger alors qu'on a des pharmacies ici. Voilà là où on peut faire un grand effort. Et le patient va vous en être reconnaissant, parce que vous imaginez un patient qui est fatigué, qui n'a même pas l'esprit d'aller chercher un médicament, d'aller par exemple en parler à quelqu'un, il a une ordonnance, quand est-ce que ça va venir, il est arrivé, il faut le mettre dans un frigidaire ou pas, etc. La pharmacie, c'est la dispensation, comme l'a dit Dr Haddo hier. J'ai bien aimé son intervention parce qu'il a dit c'est le service, c'est pas vendre. Et justement, si vous faites un effort, ce médicament, on pourrait l'avoir chez nous. Et donc, vous rendez un service. Alors, comment on va faire? Et c'est les médicaments qui ne coûtent pas cher et qui ne rapportent pas grand-chose, on va le dire manquant. Manquant jusqu'à quand? Mais ça, c'est à vous, parce que vous avez à répondre à un patient. Sinon, ne posez pas la question pourquoi des médicaments se vendent en alternative, c'est-à-dire se vendent ailleurs. Parce que si vous ne voulez pas assumer cette responsabilité, croyez-moi, il y a d'autres organismes à but lucratif
qui vont les commercialiser dans des rayons. Ne soyez pas étonnés si demain vous trouvez spécial Foldine à Marjane. Ah, et c'est là où il faut exercer sa responsabilité. بسم الله الرحمن الرحيم للحضور الكريم. السؤال هو l'anémie elle est très diversifiée. Le traitement est très long. Plusieurs analyses, des diagnostics bien dirigés. ولكن كنشوفوا بأن هناك تداخل ديال شي حد كيكوي هنا وهنا. Oui. L'anémie sciatique هما المحضرين في الطب على ما كنشوف انا هما المحضرين في الطب بجوج l'annémie والسياتيك. Très bien. دابا كلشي ولا كيداويو l'annémie والسياتيك. Oui. Je voudrais un mot à propos ديال هاد الناس اللي Oui. Alors, شكرا. oui. Alors, je vais répondre rapidement. Vous êtes là pour faire quelque chose de scientifique, qui est prouvé, et qui est publié, et qui fait preuve d'autorité. Soit vous faites des choses scientifiques, soit vous faites des choses non scientifiques. Évidemment, quand le patient vient à la pharmacie, il vous montre ça et vous lui dites c'est bien, et vous rentrez dans son débat, eh bien c'est fini la pharmacie, ce n'est plus une pharmacie. Or, au contraire, si vous lui dites, moi, on ne m'a pas enseigné ça, je ne reconnais pas ça, ce n'est pas une thérapeutique, il me faut une preuve. À ce moment-là, il va faire sa consultation, il va savoir ce qu'il a. Peut-être ça, il avait fait ça parce qu'il avait une inflammation, parce que peut-être il a une hépatite. Eh bien, est-ce que est-ce que effectivement faire des inflammations? Au contraire, nous on a vu une grave erreur. Les gens, ils ont une hépatite, ils ont fait ça et ça s'est surinfecté. Et donc, au lieu de se retrouver avec un seul problème, ils se retrouvent avec deux problèmes. Mais c'est à vous d'avoir un dialogue ferme avec les patients. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'écarte de la science, moi je ne l'accepte pas et je n'ai pas les moyens de discuter avec ça. S'il veut le discuter, il va le discuter avec d'autres. Mais vous avez effectivement, vous faites de la formation continue. Cette année, vous avez fait de la cardiologie. Eh bien, vous avez effectivement un bagage pour convaincre le patient. Pourquoi? Parce que vous faites des choses scientifiques. Celui qui veut discuter les choses non scientifiques, ce n'est pas à la pharmacie pour moi. Ou alors ce n'est plus une pharmacie. Madame la pharmacienne Anza, je voulais apporter des renseignements concrets au point de vue contact client, pharmacien et aide-pharmacien. J'ai eu l'occasion de se mettre plus proche de la population depuis 3 ans que mon quartier a eu des problèmes, hein, des départs, des bidonvilles. Donc je suis rentrée vraiment en contact de cette population et ce que j'ai appris par là et que je veux transmettre à mes confrères, docteur Azaou et docteur les cardio, c'est que ces gens-là, il nous est très difficile de leur transmettre ce que vous nous apprenez ou ce qu'on a déjà appris et vous apporter un plus. Mais ça marche beaucoup ce que vous nous apportez dans les quartiers, si vous voulez, un peu aisés. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de quartiers dans notre pays. Comme il a dit M. Azaou, on est quand même dans un pays du tiers-monde. Hein. Et je trouve que ce que vous apportez comme renseignement ici, dans ces fameuses journées, est d'un niveau beaucoup supérieur à ce qui se passe malheureusement. Alors, moi en tant que pharmacienne, qui a eu quand même 20 ans d'expérience, et que je veux apporter une solution à ce conflit ou une mauvaise confiance que le client il a quand tu lui dis vas-y faire d'abord tes analyses, vas-y. Il dit oh c'est cher, vous savez je n'ai pas. Comment résoudre ce problème? Parce que ce que vous avez décrit c'est bon, mais on n'arrive pas à le transmettre et on veut aller
vers la médecine en avant. Je suis d'accord, Monsieur Azao. Mais trouver une solution. Par exemple, quand je trouve une émission à la télé une publicité sur, je sais pas, un portable ou une gratuité, ça marche très bien. Le lendemain, je trouve les gens avec cette unité gratuite, ils bénéficient vite, ils vont aller acheter ça, ça marche avec avec cette publicité. Il faut qu'on trouve une autre solution pour transmettre ce message que vous nous chargez de le faire, ce qui n'est pas évident. Vous croyez que c'est facile quand une patiente vient avec un enfant sur le dos et vient de l'usine, elle n'a même pas de quoi prendre le taxi et tu lui parles ça, elle n'écoute même pas. Comment vous voulez que je transmette le message que vous voulez, Monsieur Azao? Comment? Merci. Merci, Madame. Merci, Dr Azao. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du thé, mais vous n'avez pas terminé. Alors quel est le rôle du thé dans les anémies? Et puis la prise du fer, à quel moment il faut prendre le fer? Je crois que le fer, il faut le prendre en dehors des repas, parce que même le sang, il y a le fer. Et puis, dans le bilan, vous n'avez pas cité le bilan de l'ictère, parce qu'on peut faire la confusion entre l'anémie et l'ictère, et je crois qu'il faut aussi approfondir le bilan pour éliminer un ictère. Merci. Oui, alors, merci Madame Lhelo, merci Dr Telmoudi. Et effectivement, le problème se pose dans la mesure où le fer, il faut le prendre en dehors des repas. Première chose. Deuxième chose, vous savez que maintenant, ce que vous dites, nos khalas sont à la mode, vous allez les trouver dans les yaourts, dans tout, etc. Et donc c'est un problème de régime et c'est un problème aussi de mode. Nous, ce qu'on conseille, chaque fois qu'il faut prendre effectivement le médicament, on dit aux patients, c'est votre pharmacie qui va vous dire quand est-ce qu'il faut prendre les médicaments. Quand il s'agit d'une prescription, on lui dit, c'est votre médecin qui est capable de choisir les analyses qui sont adéquates pour vous. Quand on leur remet les analyses, on leur dit, c'est votre médecin qui est capable d'interpréter ces analyses. Pourquoi? Parce qu'il a votre antécédent, il a votre dossier, il a des radios, il a d'autres choses, il a une discussion, etc. Donc, chacun de nous va jouer son rôle. Et je rejoins la question de Madame Lhelo. Moi, je ne fais pas du social. Je veux bien le faire, mais si je fais du social, je vais le faire pour moi-même d'abord. Ceux qui sont bien placés pour faire du social, ils ne le font pas. Alors il ne faut pas se faire des illusions. On ouvre une pharmacie, c'est un investissement. On ouvre un centre de cardiologie, c'est des millions et des millions qui sont engagés là-dedans. Si on est amené à faire du social, c'est la fin de l'histoire. Le social, oui, mais nous avons l'impression que tout le monde maintenant voudrait faire du social, y compris vous et moi. Non, non, nous avons une mission. Et il faut séparer les deux missions. Si les gens qui commercialisent le portable au Maroc, avant qu'ils viennent au Maroc, disent le pays est pauvre, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à faire, ils ne vont même pas venir. Et vous voyez qu'au contraire, ils vous sucent de l'argent chaque mois, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et cet argent, il vient d'où? Autrement dit, comme j'ai dit à Tiznit, les gens, ils ont de l'argent pour autre chose et non pas de l'argent pour leur propre santé. Je ne rentre pas dans ces détails, j'ai ma propre vision, mais il faut séparer les deux choses. Parce que vous exercez une mission. Et cette mission, il faut l'exercer selon les règles de l'art. Si vous voulez faire du social, sortez de la pharmacie, vous faites du social. شكرا دكتور أزاو. وفي الغياب ديال الدكتور أزاو كانت عليه شهاده من طرفي الشخصي، والجواب اللي عطيت كان في المحل ديالو.
احد النشطاء في العمل الاجتماعي. شكر الدكتور ازو بزاف على المستوى العلمي على المستوى المهني، ولكن قال لك ما كيديرش لو سوسيال. قلت له ربما راه كيدير راسو. ونلتقى مع اخر تدخل. Premièrement, au nom de l'association Sharaf des aides pharmaciens de Taraudant, je vous remercie pour ce thème. Ma question c'est à propos du fer. Est-ce que le fer est un vrai remède pour traiter certains animés, surtout qu'il s'agit d'un produit générique? D'une autre manière, est-ce que le fer se fait pour traiter certains animés, quelles qu'en soient ses origines, aiguë ou chronique? Merci. Merci pour cette question, parce qu'on a l'impression, je viens de le répéter, que dès qu'il s'agit d'animés, il faut donner le fer. C'est faux. C'est faux parce que le docteur Telmodi, il dit qu'il faut faire le bilan d'un hectare. Et le bilan d'un hectare, ce n'est pas vous qui va le faire, ce n'est pas moi, c'est le médecin. Encore une fois, vous avez intérêt à travailler avec les médecins. Vous avez intérêt à solliciter les gens pour qu'ils puissent avoir une ordonnance. Parce que le médecin, il a de l'expérience dans le cadre de la clinique. Nous et vous, on n'a pas appris de la clinique. Mais le médecin dit que le malade, d'ailleurs, il le voit, c'est comme dit le docteur Aznag, dès qu'il voit le patient, il est pratiquement sûr à 80%. Le reste, c'est effectivement des détails. Il sait ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé des années et des années pour apprendre cette clinique. Et donc, ce n'est pas à nous, on n'a pas à jouer au médecin au comptoir. Je le dis, je le répète, chacun de nous, il a sa place dans la chaîne des soins, mais il ne faut pas mélanger les rôles. Alors des fois, on voudrait faire du social, on voudrait jouer le rôle d'Al-Achab, le rôle de vendeur, le rôle du cardiologue, le rôle du laboratoire, le rôle du cosméto. Non, chacun de nous, il a sa place. Et on ne peut pas faire le travail des autres. Au contraire, moi je vous incite à ne pas faire le travail des autres, laissez le travail aux autres, laissez le médecin de juger s'il doit faire un bilan, s'il doit lui prescrire du fer ou pas. Et à ce moment-là, je suis sûr et certain que vous serez gagnant. Pourquoi? Parce que le patient, il va avoir un bilan, il va savoir ce qu'il a déjà. Et à ce moment-là, il va venir avec une ordonnance, vous lui donnez les médicaments et le problème il est réglé, il y a un suivi après. Mais si vous jouez au médecin, vous n'allez pas vous en sortir. Et puis à un moment donné, croyez-moi, les patients, quand ils vont sortir de votre pharmacie, ils vont dire au médecin, j'étais à la pharmacie, on m'a donné ça. Il ne va pas lui dire qu'il est pauvre, il ne va pas lui dire qu'il n'a pas les moyens. Évidemment, le médecin, il va se révolter. Le pharmacien, son problème, c'est pas ceci, cela. Et donc on crée des problèmes entre nous. Alors qu'au contraire, on se complète les uns et les autres. On se complète les uns et les autres lorsque chacun de nous respecte son territoire. Je n'ai pas de médicaments à vous proposer, j'attends que vous consultiez un médecin. Je n'ai pas les moyens, j'attends que vous consultiez un médecin. Et le téléphone portable sonne, il coûte 2000 dirhams ou 4000 dirhams. بحرارة كنشكر الدكتور أزا على التدخل ديالو. Moi, je n'ai rien contre le téléphone portable, mais je vous incite à regarder cette hypocrisie et cette contradiction qu'on est en train d'accepter. Merci Madame Hello, merci Dr Azam. والسادة الدكاترة المتدخلين هدية من طرف جمعية التضامن. مدام الحلو تفضلي معايا تقدمي واحد الهدية للدكتور أزناك. يلا مدام الحلو. تذكار الأيام الثامنة لجمعية التضامن كنا بفرقة 2011. C'est pas du social, c'est pas du tout du social. يا مدام الحلو الشهادة تشتغل في العمل الاجتماعي في خفاء. هذه شهادة وسبق أن اشتغلت معنا في العمل الاجتماعي ونشهد لها بذلك. الدكتور مهدب معنا ومحتاجينه في واحد جوج كلمات قبل ما نمشيو لابوز. دكتور مهدب تفضل معنا.
دائما مع التذكار ديال الايام الثامنه لجمعيه التضامن المقدم الى الدكتور ازاو وغادي يقدموا الدكتور مهدب. شكرا. Une photo. Merci, c'est grâce à votre enthousiasme que je suis là.